Ce matin-là, dans ce petit village de l'Est de la France, une expérience est sur le point d'avoir lieu. Un événement que s'apprête à vivre Viviane, cette jeune fille de 17 ans. C'est dans la maison de son grand-père que tout va se passer. L'instant est important. Viviane est venue accompagnée d'un de ses professeurs, car elle est apprentie boulangère. Et elle doit maintenant relancer le vieux four à pain de la maison. Un four qui date de 1886 et qui n'a plus du tout fonctionné depuis 10 ans. Elle compte y faire cuire une miche traditionnelle de 1 kg, une expérience pour la jeune fille. Viviane, regarde. Mais je t'ai dit, je me rappelle plus. Faut le pousser. Son grand-père en profite pour lui transmettre des gestes pratiqués dans les campagnes depuis des siècles. Il y en a partout. C'est bon? Hop, c'est toujours tiré. Depuis l'âge de 7 ans, Viviane rêve de devenir boulangère. Cette fascination pour le pain est un héritage de sa grand-mère. À l'époque, elle préparait sa pâte et la cuisait sous les yeux de la jeune fille, à l'endroit même où elle se trouve aujourd'hui. Et maintenant, on ferme. Ça va être chaud. Non, ça va. La pâte, elle le faisait dans la cuisine, dans le grand pétrin, en bois. Elle s'occupait du four, une fois que le four était propre, et ben, elle enfournait. Et alors, on était là, tous en train de regarder autour et tout, et dès que c'était cuit, ben, elle prenait la pelle, elle le sortait, elle le mettait ici. Le grand-père de Viviane se réjouit du choix de sa petite fille, d'autant qu'en France, les femmes ne représentent que 4% des boulangers. Viviane est donc une exception. Autrefois, chez les paysans, c'était les femmes qui faisaient le pain, c'était pas les hommes. Les hommes, ils aidaient juste à faire du feu ou à nettoyer le four. Mais c'est les femmes qui faisaient le pain, qui mettaient les boules dedans et les ressortaient plus tard. C'est pas nous les hommes. Donc aujourd'hui, vous êtes fiers d'elle? Mais oui. Je suis fier et la grand-mère, elle serait encore plus fière. Malheureusement, elle est plus là. Le pain, le produit alimentaire préféré des Français. C'est même l'un des fleurons de notre patrimoine gastronomique. Chaque seconde, 320 baguettes sont consommées dans l'Hexagone, un marché qui se chiffre à plus de 11 milliards d'euros par an. Mais ne vous y trompez pas, avec 32 000 boulangeries en activité, la concurrence est particulièrement sévère. Alors pour faire la différence, les professionnels du secteur proposent une offre toujours plus variée. Des pains de toutes les formes, de toutes les saveurs, mais aussi à tous les prix. De 50 centimes à plus de 1,50 € en fonction du mode de fabrication et des ingrédients utilisés. Et bien souvent, il faut redoubler d'efforts et de talent pour s'imposer. Face à tant de difficultés, qu'est-ce qui pousse de jeunes Français à vouloir devenir boulangers? Quels sont leurs secrets pour se démarquer de leurs concurrents? Comment s'y prennent-ils pour fabriquer le pain que tout le monde va s'arracher? Enquête sur l'aliment le plus populaire de France. Dans toutes les grandes métropoles françaises, des dizaines de boulangers se livrent une bataille sans merci pour truster la clientèle. Une guerre que certains démarrent très jeunes pour mettre toutes les chances de leur côté. Viviane en est le parfait exemple. Depuis toute petite, elle n'a qu'une seule idée en tête, être la meilleure d'entre tous. L'adolescente sait déjà que la concurrence est rude dans le milieu, mais elle a décidé de se battre. Ce matin, elle a un rendez-vous dans son école pour un entraînement un peu spécial. En effet, demain, elle va participer à l'un des concours les plus prestigieux de la profession, celui du meilleur jeune boulanger de France. À ses côtés, Guy Zeislov, son professeur, qui joue les coachs. Il la met une dernière fois à l'épreuve. L'exercice du jour porte sur une brioche tressée, une composition délicate qui exige une précision d'orfèvre. Viviane va répéter ses gestes pour qu'ils deviennent un automatisme. Quand tu regardes le jury qui sera autour de toi en train de regarder ce que tu fais, tu évites de les regarder, tu oublies qu'ils sont majorité de France, tu sais ce que tu vas faire, tu fais ce que tu vas faire et tu oublies tout le reste. Guy est satisfait du travail de son élève. Mais dans 2 jours, Viviane devra être en mesure de refaire cette brioche avec le même brio. Les conditions seront bien plus difficiles. Il faudra gérer le stress et la pression. Au niveau des cuissons, des fermentations, il y a quand même beaucoup de choses à gérer en même temps, c'est ça qui est difficile. Si on prend chaque produit à part, c'est pas un problème.
Mais après, c'est le mélange de tout et les conditions du concours. Le matériel qu'on ne connaît pas, aussi les produits comme la farine par exemple. Parce que la farine a quand même une grande influence en boulangerie. Le fait de changer de farine peut changer beaucoup de choses. Pour préparer ce concours d'élite, Viviane s'est donnée sans compter. Elle a passé plus de 500 heures à s'entraîner avec un seul objectif en tête, remporter l'épreuve. Une telle distinction, c'est l'assurance pour elle de lancer brillamment sa carrière et peut-être de devenir une boulangère reconnue. J'aimerais bien réussir. Ouais. Je pourrais montrer à mes parents que ce que je leur ai dit, j'ai réussi parce que la toute première fois quand j'ai dit à ma mère j'aimerais être boulangère, elle m'a dit yo mais c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas et tout. Et donc du coup c'est encore pour continuer à prouver que j'ai dit c'était juste, etc. Ce concours représente donc un enjeu colossal pour Viviane. Mais pour le remporter, elle va devoir se battre comme une lionne. Car vous allez le voir, même pour les jeunes apprentis, la concurrence est sans merci. Ça va ? Et on sera prêt pour le grand départ. 2 jours plus tard, rendez-vous au Bossé, dans le Var. Derrière ces murs, un centre de formation au métier de boulanger. C'est ici que va se dérouler la compétition. Il est 8 h du matin. Avant de passer l'épreuve, Viviane s'efforce de décompresser. Oh, j'ai trop peur. Bonjour. Avec le soutien indéfectible de son professeur. Oh. Ouais. Bien envie. Ouais. Cette nuit, de 4h30 à 6h, j'ai pas dormi et Comme moi. J'ai récapitulé tout dans ma tête et du coup j'ai pensé à des trucs et j'ai tout écrit là. Je fais une petite liste pour rien oublier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant quoi et comme ça quand je pars comme j'ai fait hier. Vous stressez pour elle là un peu? Bah oui, c'est comme si je le faisais quoi, c'est pareil. Hein. À la limite, il faudrait même mieux que je le fasse moi-même, ça serait moins stressant. 8h30, Viviane est appelée à son tour. Les demoiselles d'abord au vestiaire s'il vous plaît. Vite là, on n'est pas en avance. Elle fait partie du tout dernier groupe à passer l'épreuve. Allez, hop. Merci. Allez-y. Désormais, elle va devoir briller face à 21 candidats, les meilleurs apprentis de chaque région de France. Est-ce que vous êtes prêts là? Non? Pour juger les candidats, un jury composé de 8 professionnels, tous meilleurs ouvriers de France. Comprenez les meilleurs boulangers du pays. C'est bon là. Allez les jeunes là, c'est parti. 9 h, le coup de feu est lancé. Viviane a désormais 7h30 pour réaliser 45 pièces de boulangerie et de viennoiserie. Le défi est particulièrement difficile à relever. Tous les candidats ne sont pas certains d'y arriver. Même les membres du jury sont conscients de la difficulté de cette épreuve. Ce concours du meilleur jeune boulanger, c'est une véritable épreuve. Comme une épreuve sportive, il faut se préparer physiquement, mentalement, il faut absolument tout donner et il faut être prêt comme un véritable sportif. Pour Viviane, c'est une véritable course contre la montre. Croissant, baguette, pain, elle doit donner le maximum pour finir dans les temps. T'es pas trop en retard, ça va? Non, on va dire que je suis dans les temps. Pour l'instant, bon, ouais. C'est pas parce que je suis dans les temps qu'il faut que je prenne mon temps. Jusque-là, tout va bien, mais peu à peu, avec la pression, la jeune fille commence à perdre ses moyens. La présence des jurés devant sa table de travail semble déstabiliser la jeune femme, qui du coup oublie quelques fondamentaux. Qu'est-ce que vous regardez? De la façon dont ça s'éprend et la préparation qu'elle n'a pas faite. Donc elle compte ses moules, qu'elle les graisse. C'est un temps précieux de perdu. Viviane perd quelques précieuses secondes pour graisser les plats oubliés la veille. Mais cette fois, elle évite de céder à la panique. Très vite, la jeune fille redouble de maîtrise. Et c'est avec une belle dextérité qu'elle accomplit sa propre création. Une brioche à la framboise, découpée en demi-cercle, qu'elle exécute en seulement 20 minutes. Le jury, cette fois, est impressionné. Ça donne envie aussi, hein.
Ça donne envie. On mange d'abord par les yeux, donc voilà. Il faut vraiment donner envie aux clients et aux gens de déguster. Viviane a réussi à rattraper son retard. Si bien qu'à 17h précise, toutes ses pièces sont terminées. Il ne lui reste plus qu'à descendre l'ensemble de son travail dans la salle du jury pour l'exposer avec les produits des autres candidats. Au total, Viviane aura réalisé, tenez-vous bien, 24 brioches, 12 croissants, 16 pâtes feuilletées garnies, 3 tartines salées et plus de 30 pains de différentes sortes, ainsi qu'une pièce massive de décoration. Je suis soulagée là, enfin fini, je suis contente et on va dire que je suis quand même assez fière de mon travail, malgré qu'il y a quelque chose que j'aurais préféré faire mieux. Mais, Et ton pain alors? Mon pain, je le trouve super, franchement, je le trouve super. Je suis super contente de mon pain. Derrière la fenêtre, son professeur Guy n'en perd pas une miette et c'est avec une grande émotion qu'il salue la performance de sa meilleure élève. Là, je suis fier d'elle, hein. C'est magnifique. C'est phénoménal, quoi. Ça vous fait quoi? Beaucoup d'émotions. Désormais, c'est au jury de faire son travail. Il va devoir observer, goûter et analyser pendant des heures. C'est beau. Très bien. Ensuite, les jurés vont s'enfermer dans cette salle pour délibérer. Le verdict sera rendu dans 24 heures. « 10 heures le lendemain. Rendez-vous à quelques kilomètres de là, au Conseil général, à Toulon. C'est ici que doit être remis le diplôme du meilleur jeune boulanger de France. Pour l'occasion, les parents de Viviane, ainsi que son petit ami, sont venus la rejoindre pour la proclamation des résultats. Les élèves ont tous revêtu leurs habits d'apparat traditionnels et des journalistes venus de toute la France sont présents dans la salle. Après les discours de circonstance, bien sûr, une distinction particulière sera faite pour nos 3 premiers au classement. Arrive le moment tant attendu. Le président du jury annonce enfin les résultats. Et voici les 3 grands vainqueurs de l'édition 2012. Très proche de la perfection, a été classée première par le jury. Viviane Magra pour la région Alsace. C'est le couronnement pour Viviane. La jeune fille est arrivée en tête du classement avec une moyenne de 18 sur 20. Elle remporte le concours haut la main. Un titre inespéré pour toute la famille. Viviane, c'est la meilleure. Ce diplôme, c'est un véritable sésame pour la jeune fille. Il pourrait lui ouvrir les portes des meilleures boulangeries. Mieux encore, quand elle sera à son compte, le simple fait de l'afficher attirera plus facilement les clients. Ça booste, ça donne envie d'aller très loin et je suis très contente. C'est vraiment trop beau, quoi. C'est trop fort, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes fiers? Vous êtes... Ouais, je suis ému. C'est donc fier et gonflé d'espoir que Viviane retourne en Alsace pour poursuivre sa formation. C'est un trésor, ça? Ouais, je vais bien l'encadrer. La bonne route alors. Merci, au revoir. Encadrer son diplôme, elle risque d'en avoir besoin. Car lorsqu'un artisan ouvre une boulangerie, il n'est jamais sûr de réussir. Chaque année, 200 boulangers mettent la clé sous la porte. Alors certains ont décidé de transformer leur business. Leur idée, proposer de la boulangerie traditionnelle en s'inspirant des méthodes industrielles. Paris, capitale mondiale de la baguette, il est 7 h du matin. Derrière cette allure urbaine se cache un boulanger pas tout à fait comme les autres. Son nom, Eric Kaiser. Bonjour, comment ça va?
Ouais, ça, c'est peut-être. Ça va? Cette boulangerie, c'est la toute première qu'il a ouverte, en 1996. À l'intérieur, des baguettes de toutes sortes, des viennoiseries et de la pâtisserie. Et pourtant, malgré les apparences, cette boulangerie est un peu spéciale. C'est une marque. Un décor qui répond à des codes couleurs précis, marron et orange. Et sur le mur, en lettres capitales, le nom du patron, affiché comme une marque de prestige. Un modèle reproduit dans une centaine de boutiques en France et à l'étranger. Un empire qui affiche un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros annuellement. Et dans chaque boulangerie, où qu'elle se trouve, les mêmes produits et les mêmes méthodes de travail, appliquées aux plus petits détails près. Comment c'est la pâte? À la bonne température? Tour. Et la baguette qu'on va pétrir? Oui, c'est la baguette qu'on va pétrir. Là, vous m'attendez. Je vais me changer, j'enlève ma veste et puis on pétrit. J'arrive. Pourtant, nous ne sommes pas dans une boulangerie industrielle, mais bien dans une boulangerie artisanale. Sa réussite, Eric Kaiser la doit à une idée révolutionnaire dans le monde de la boulangerie. C'est cette drôle de machine qui permet de fabriquer un véritable pain de tradition, mais en très grande quantité. On travaille avec des méthodes très anciennes, mais une technologie moderne. Donc, longue fermentation. On met longtemps pour faire une pâte à pain, puisque nos baguettes fermentent pendant une dizaine d'heures. Et par contre, on gère tout ça avec des chambres de fermentation pour réguler la poussée du pain. De façon à ce que les gens ne soient pas obligés de cuire déjà le pain à 8 h du soir, parce qu'après, il n'est pas bon. Alors que la plupart des boulangers utilisent de la levure chimique pour faire gonfler leur pain, Eric Kaiser, lui, a choisi d'utiliser le levain. Une technique ancestrale, utilisée depuis l'Égypte ancienne. Le levain est une levure naturelle, obtenue grâce au mélange de farine complète et d'eau. Après quelques heures de repos, ce mélange provoque le développement de bactéries qui vont conférer un goût spécifique par rapport au pain monté sur levure. Un goût beaucoup plus authentique. Alors regardez, on voit si un levain est bon à sa fluidité en vrai. Donc quand on le prend dans le doigt, il doit être un peu comme une espèce de crème semi-épaisse. On sent même juste au nez. S'il y a des arômes qui sont... on retrouve des arômes lactiques, comme du lait, butyrique. On retrouve des arômes de miel, on retrouve des arômes de noisettes, c'est extraordinaire, mais c'est la fermentation en vrai de la farine. On fait un mélange, un composé de farine pour obtenir ce bouquet d'arômes qui est original, qui est extraordinaire et qu'on va retrouver dans notre baguette. Traditionnellement, le levain est long à préparer et difficile à utiliser. Alors dans les années 90, Eric Kaiser s'associe à un industriel pour développer une machine capable de produire son levain liquide et à qualité constante. Un procédé qui permet aux jeunes boulangers de l'époque de fabriquer le pain de ses rêves le plus simplement possible. Et pour Eric Kaiser, un bon pain de tradition, ça ressemble à ça. Et on coupe la baguette en deux. Et normalement, si elle est belle, elle doit être alvéolée irrégulièrement. Donc, si elle est alvéolée irrégulièrement, c'est qu'elle est belle. Regardez. Voilà, on a des trous qui sont complètement irréguliers, des gros trous, des petits trous, des gros trous, des petits trous. Ça, c'est un synonyme de fermentation, qualité de fermentation superbe. Il faut pouvoir taper derrière et que ça soit sec, comme du bois. Vas-y, Gary. Cette méthode de fabrication a fait la fortune d'Eric Kaiser. Aujourd'hui, il emploie plus de 1000 personnes à travers le monde et ses boulangeries sortent plus de 60 000 baguettes par jour. Vous faites de la boulangerie artisanale, mais de manière industrielle. Est-ce que c'est pas incompatible? Non. Une boulangerie artisanale, c'est de la boulangerie où on pétrit et on cuit sur place. Ici, vous voyez, vous avez les pétrins, vous avez les organes de façonnage et vous avez la cuisson. Donc, c'est du pur artisanat avec des chefs boulangers qui substituent à moi, qui me remplacent, qui font souvent mieux que ce que moi je pourrais faire. Parce que les gars, ils ont l'habitude, tous les jours ils font la même chose, etc. Donc ils sont devenus très très bons. Donc qu'est-ce qu'un artisan? C'est quelqu'un qui produit, qui reproduit chaque jour les mêmes gestes et qui fait bien ses produits. Et chez nous, on fait que du pur artisanat. La baguette artisanale d'Eric Kaiser, c'est un goût identique, qu'on l'achète à Brazzaville, à New York ou à Tokyo. Grâce à ce procédé unique, Eric est parti à la conquête de la planète. Aujourd'hui, il est préoccupé par l'ouverture de sa toute dernière boulangerie, au cœur de Hong Kong. Allô. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Ça va? C'est
une période assez incroyable ici à Hong Kong. Hein. L'ouverture depuis quelque chose. Le défi est de taille. Il souhaite vendre son pain artisanal aux Chinois, qui sont traditionnellement de grands consommateurs de riz. Alors, 48 heures après l'inauguration, Eric Kaiser tient à savoir comment vont ses affaires. On est déjà référencé auprès des 2 compagnies de croisière les plus luxueuses qui arrivent justement sur le lieu de la... Super, je suis content. Au revoir. Doucement ici. Ouais. Merci. Démarrer, avoir du monde, c'est pas très compliqué. Démarrer et durer dans le temps, je crois que ça, c'est plus compliqué. Mais quand vous arrivez à durer, c'est superbe. Pourquoi c'est plus compliqué de durer? Parce que les gens zappent, donc ils peuvent venir chez vous pendant quelques mois, puis après se fatiguer. Au Japon, c'est souvent ça. Vous démarrez un magasin, vous avez la queue sur 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois. Puis un seul coup, ça tombe. Et après, il faut repartir en montant, c'est-à-dire en récupérant des clients. Et quand vous avez passé ce cap, c'est que votre concept est en train de s'établir. Tout l'enjeu, c'est donc d'inventer de nouveaux produits pour éviter de lasser les consommateurs. Pour cela, il a décidé de ne pas tout miser sur son pain. Pour y parvenir, Eric s'est tout simplement inspiré de ce qui se passe dans l'industrie de la fringue et du prêt-à-porter. Une industrie qui renouvelle plusieurs fois par an les collections afin de pouvoir coller le plus possible à la mode. Recette de pâte à pain de mie. Avec Yves, son meilleur boulanger, ce jour-là, il est justement en train de gamberger sur un nouveau type de pain, un pain aux fruits rouges. On pourrait peut-être le cuire en boule? En moule, ouais. Les gens aiment bien? Ouais, on peut le dire en boule, ouais. Donc on pourrait faire ça en 2 boules. Est-ce qu'on a assez de cranberry? On a les réserves, on a tout ce qu'il faut. Oui, c'est bon, je reprends. Prends ta petite feuille, mon Cédric. Le but, mettre au point la toute prochaine recette de pain spécial. Un pain de printemps composé de cranberries dont la couleur rouge doit évoquer les fleurs et de graines de courge dont le vert rappelle l'éveil de la nature. Donc ici, j'ai pesé, on a 2 kg de farine, les cranberries, nos graines de courge, les cendres de noix, le levain, le beurre et l'eau. Superbe. Là, je vais commencer à pétrir alors. En plus, avec ces couleurs extraordinaires. Une fois que tous les ingrédients sont pétris, Eric Kaiser teste son mélange avant même la cuisson. L'idéal, c'est comme dans la cuisine, toujours goûter un petit morceau de pâte à pain. Pas obligé de la manger, mais juste à tester pour voir hein, si assez de sucre, assez de sel, assez de levain. Ça a l'air parfait. Chef, il y a des couvercles ici? Si l'essai est concluant, il mettra ce pain en vente dans toutes ses boulangeries. Et au même moment. Non, ça va, ça tient bien. Écoutez, il manque un petit peu de volume. Normalement, on devrait être à peu près ici. Mais pour un premier essai, c'est pas mal. Maintenant, les 2 boulangers s'apprêtent à goûter leur prototype. Ça sent bon. Merci beaucoup. Je crois que je pourrais même le tremper dans mon café le matin. Toasté ou non toasté, ça me fonctionne. Et oui, il y a tout, il n'y a plus besoin de rajouter quelque chose dessus. La confiture, le beurre, on a tout dedans. Ça au petit déjeuner là pour démarrer la journée. Après, on va être comme des lions. Le pain du mois est validé par le chef. Il va maintenant falloir le vendre. Pour cela, il est transmis à l'équipe marketing de la société. Super. Ouais. Alors si vous pouvez mettre... C'est elle qui est chargée de faire la promotion du petit dernier, à travers une campagne d'affichage qui figurera dans toutes les boulangeries du monde d'Eric Kaiser. On va changer aussi la couleur, c'est trop rouge, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, pour le mois de mars, le printemps, c'est peut-être un peu trop... Voilà, on va peut-être partir sur les couleurs de la graine de courge. L'objectif de vente est déjà défini, 30 pains par jour et par boutique. Résultat, sur ce seul pain, le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 300 000 €. Le boulanger a su faire du pain traditionnel, un produit mondialisé. Il faut dire qu'aujourd'hui, le pain fait l'objet d'un business qui dépasse largement le cadre des boulangeries traditionnelles. Certains prennent même tous les risques pour gagner de l'argent le plus rapidement possible. Et vous allez voir, cela peut prendre parfois des formes très inattendues. À quelques kilomètres de Metz, tout près de la frontière allemande, un homme veut bousculer tous les codes de la boulangerie. Là, on a les machines qui arrivent. Jean-Louis est artisan boulanger depuis 35 ans. Mais aujourd'hui, il est peut-être en train de révolutionner le business. Je suis content. Pourquoi?
Parce que c'est un truc qu'on cogite déjà depuis longtemps. Et c'est vrai que voir la machine arriver, c'est pas mal, quoi. Jean-Louis est l'inventeur de cette drôle de machine ultra-moderne. Sa fonction, cuire et distribuer un pain de tradition, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un peu comme un distributeur de billets de banque. Celle-là, tu veux la mettre où? On va la mettre par là, non? Elle va moins gêner si on la met là, tout de suite celle-là. Le principe, le client met 1 € dans la machine et 10 secondes plus tard, le pain de tradition sort tout chaud, prêt à être dégusté. Grâce à son invention, Jean-Louis peut multiplier ses ventes et surtout satisfaire une clientèle nouvelle. Mais pour en arriver là, Jean-Louis a tout de même réfléchi pendant plusieurs années et investi près de 600 000 €. Il y a mon frère qui a mis son argent dedans, ma fille qui a mis son argent dedans, mon gendre, moi, personnel, et voilà. On a vidé les comptes de la famille, comme une tontine. Mais bon, c'est vrai qu'une vie de travail, on peut dire qu'on l'a mis dedans. Ouais. L'idée du penny vending, c'est ici qu'elle a vu le jour, il y a une dizaine d'années, dans le salon de Jean-Louis, situé juste au-dessus de sa boulangerie. À l'époque, comme j'habitais au-dessus de la boulangerie, souvent il y avait des gens qui venaient sonner après la fermeture pour me demander s'il me restait encore du pain parce qu'ils avaient oublié d'acheter du pain, tout simplement. Donc on était à table, j'étais souvent dérangé, ça gênait tout le monde et puis je me suis dit tiens, je vais mettre un distributeur pour mettre du pain, comme ça ils ont besoin de me déranger. Comme ça je suis tranquille aussi après le travail comme tout le monde. Et puis voilà, l'idée elle a pris son chemin comme ça. Alors il s'associe avec un ami ingénieur pour mettre au point sa drôle de machine. Le principe fonctionne selon 3 phases. D'abord, les baguettes pré-cuites sont stockées dans une chambre froide pour la conservation. Ensuite, en fonction des commandes, les baguettes passent automatiquement dans un four intégré à la machine où elles achèvent leur cuisson pendant 8 minutes. Enfin, elles sont stockées dans un compartiment chaud en attendant qu'un client vienne les acheter. Avoir abouti à ce résultat-là, bon, il y a de quoi être fier quand même. Ouais, je suis fier. Toute la difficulté a été de conserver la qualité de la baguette pour qu'elle soit identique à celle vendue en boutique. Pour cela, Jean-Louis a trouvé la solution, pré-cuire toutes les baguettes destinées à la machine. C'est son fils Julien qui s'en occupe. Et bien sûr, il n'y a aucune différence de fabrication entre le pain vendu en machine et celui vendu dans la boulangerie. C'est exactement la même recette de baguette qu'on vend en magasin, sauf avec la différence que pour la machine, on les fait pré-cuire. On fait le pain quand ça nous arrange. On n'a pas d'horaire fixe pour faire ce produit-là. Même on le fait dans la continuité du travail normal, quoi, journalier. Une baguette vendue en magasin cuit 20 minutes au four. Celle qui est destinée à la machine est saisie pendant 12 minutes seulement. À la sortie, elle n'est donc pas encore mangeable. Les dernières 8 minutes de cuisson seront réalisées dans la machine, en fonction de la demande. Donc ça, c'est des baguettes pré-cuites. Il faut qu'il y ait une petite pellicule dessus pour qu'ils se tiennent bien. Et puis bon, ça facilite aussi le boulot de la machine. La machine, elle prélève mieux qu'un produit collant. Avec son invention, le boulanger se voit pousser des ailes. La Moselle, c'est bien, mais c'est trop petit. Jean-Louis rêve maintenant de conquérir le monde, et pour cela il commence par Paris. La capitale abrite le plus grand nombre de boulangeries artisanales en France, et donc le plus grand nombre de clients potentiels pour acheter sa machine. Ce matin, Jean-Louis s'apprête à démarcher les boulangers de la capitale, avec Gilles, un ami parisien, qui souhaite l'aider à développer son business. Sa méthode commerciale est des plus rudimentaires, le porte-à-porte. Un nouveau métier très éloigné du sien. Alors très vite, Jean-Louis se heurte à l'hostilité de certains de ses confrères. Le penny vending, vous connaissez? Pour faire quoi déjà? Pour faire quoi? C'est un point chaud automatique. Même ça, monsieur, cette proposition-là, pour moi, je trouve que c'est pas très artisan. Pourquoi? Parce que de vendre artisan, il faut vendre son produit chez soi. Vous vendez votre produit chez vous. Et là, vous allez le vendre où? Mais je vais le vendre chez moi. Ça fait que mes clients, ils ont toujours du pain frais, chaud, et mon pain. Pas le pain du voisin, ni le pain d'un industriel. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, j'ai une amplitude d'ouverture. Comme C'est pas un distributeur, ça n'a rien à voir. C'est un concept. Tiens, écoutez, voyez ça avec le patron, là. Ah. Moi, c'est pas mon... Tiens. De quoi? Je sais pas, regarde, peut-être... Le discours de Jean-Louis ne passe pas.
Pour ces artisans, la machine est incompatible avec l'idée même de tradition. Un discours auquel notre boulanger va se heurter tout au long de ses démarches. Mais Jean-Louis refuse de s'avouer vaincu. Très vite, il comprend que ce n'est pas dans ces boulangeries traditionnelles que sa machine peut cartonner. Il décide donc de changer de stratégie pour approcher d'autres types de magasins. Des magasins où l'on propose un pain, disons, moins orthodoxe. Jean-Louis a décroché un rendez-vous avec le patron d'une grande chaîne de distribution de pain. Ici, on est loin des boulangeries traditionnelles, mais l'accueil est plus chaleureux. Ce responsable possède 18 boutiques à Paris. Si Jean-Louis parvenait à vendre ne serait-ce qu'une machine, ce serait déjà un bon début. Donc moi, je suis l'inventeur du panier vending. Pendant un quart d'heure, Jean-Louis développe son argumentaire commercial. Très vite, il veut frapper fort, alors il sort sa botte secrète. Grâce à une application pour smartphone, il peut suivre l'état de production depuis n'importe quel endroit dans le monde. Avec mon portable, je peux rentrer dedans, si vous voulez, on va voir dans une machine, on va faire un petit tour en Moselle. Donc là, vous voyez, donc j'ai 0 baguette dans le four, j'ai 7 baguettes à vente, malgré que le magasin est ouvert, elle est en façade de... Elle m'a vendu quand même 22 baguettes, la machine. Et depuis février, début février de l'année dernière, elle m'a fait 51 700 baguettes. La machine, dès qu'elle a un souci, elle vous envoie un mail. Un soft qui peut être fait déjà en... Elle vous envoie un mail en disant j'ai raté un chargement, je suis bloqué ou quoi que ce soit. Donc là, vous pouvez intervenir avec votre iPhone et débloquer la situation via l'Internet. Mais son interlocuteur, lui, se pose des questions beaucoup plus terre-à-terre. En termes de prix ? En termes de prix, on est à 55 000 € la machine. Si vous ne vendez pas 35 baguettes par jour, je vous enlève la machine et ou je vous rembourse, la machine. Ou je l'enlève et je... Parole, attention. Ah, mais je vous le marque sur le contrat. Moi, j'ai qu'une parole, je vous le marque. Jean-Louis met le paquet pour que son interlocuteur passe commande. Et il commence à ferrer son client. Ce système-là, c'est quelque chose donc, qui peut m'intéresser pour, avant tout, donc, l'amplitude horaire, qui est vraiment quelque chose d'important sur la région parisienne, comme moi ou sur mes magasins, parce qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a du monde dans les rues, et parce qu'avoir des produits chauds, qu'il y a une réelle constance en termes de produits à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est quelque chose, ça répond précisément à une demande des clients. Entendu, merci beaucoup. Là, je vous remercie de votre temps. J'attends de vos nouvelles et je vous tiens au courant. Okay, merci, au revoir. Le gérant n'a rien signé aujourd'hui, mais il a demandé à Jean-Louis un devis. Ouais, je pense qu'ils vont en acheter beaucoup, oui. Une fois qu'il aura goûté, ouais. C'est comme moi. C'est le début d'une réalité qui est obligée de voir le jour. Je pense. C'est obligé. À ce jour, Jean-Louis a vendu 3 machines en Moselle. Et pour lui, aucun doute, son invention permettra un jour aux boulangers traditionnels de freiner la concurrence de la production industrielle. Aujourd'hui, le pain fabriqué en usine et distribué en supermarché représente près de 30% du pain vendu en France. Pour autant, cet aliment reste un fleuron de notre patrimoine gastronomique, le symbole du terroir par excellence. Du coup, certains ont fait de l'authenticité et de la tradition leur meilleur argument commercial. Nous sommes à Cucugnan, dans le Languedoc-Roussillon. Derrière ce moulin en activité, la boulangerie d'un homme qui a décidé d'élever la fabrication du pain au rang d'art majeur. Pourtant, au départ, Roland n'était pas vraiment prédestiné à la boulangerie. Ingénieur en informatique, il a décidé de changer de vie il y a une dizaine d'années pour renouer avec la passion de son enfance. Et voilà, redevenu boulanger. Mais attention, chez Roland, tout est différent. Ici, pas d'étalage de pâtisserie ni même de viennoiserie. Seuls quelques gâteaux maison sont exposés dans l'atelier, car en réalité, ce que recherche Roland, c'est de produire un pain d'exception. Bien loin des baguettes que nous avons pris l'habitude de consommer. L'homme est un orfèvre du pain, presque un poète. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de toucher cette pâte? Ah, c'est extrêmement sensuel. Toute la relation au pain est d'une sensualité extrême. On a de la terre, le grain, on a de l'eau, voilà, on a du feu,
le feu dans le four, et on a l'éther, on a le souffle de la vie, c'est le levain, quoi. Voilà. Là, le pain pratiqué comme ça, c'est complètement une alchimie fondamentale. Roland travaille en famille, avec sa femme et sa fille. Et le pain, il le produit au compte-gouttes, presque à la demande. Ce qui compte pour ce boulanger hors du commun, c'est de maîtriser toute la chaîne de fabrication de son pain de tradition. Alors il sélectionne lui-même son blé, une variété millénaire baptisée le barbu du Roussillon. Un véritable trésor qui n'a jamais été modifié. Voilà le barbu du Roussillon. Donc, vous voyez, cette couleur de miel là, très impressionnante. On voit la santé du grain aussi, il est en parfaite santé, il est magnifique. Regardez comme chaque grain est bien rond, a bien été nourri, est en belle santé, il n'y a rien là-dessus. Voilà. Et bien là, moi, j'ai une maîtrise de ma matière première. Une fois récolté, le blé est transformé en farine. Et là encore, c'est Roland qui s'y colle. S'il joue les meuniers, c'est pour être certain d'obtenir la meilleure qualité de farine possible. Pour ça, il utilise un petit moulin électrique qui reproduit le fonctionnement des vieux moulins. 2 pierres à meule cylindriques qui écrasent le blé en un seul passage. Du coup, la farine qui en sort ne perd rien en nutriments. Dans les moulins industriels, qui livrent la majorité des boulangers, le blé est écrasé plusieurs fois et il perd en qualité. À l'analyse, nous arrivons sur la toute première farine à pratiquement de la T115, T117, c'est-à-dire dans laquelle il y aurait 117 mg de minéraux pour 100 g de farine. Voilà. 117 mg de nutriments contre seulement 80 pour une farine de supermarché. Encore une fois, Roland fait dans le produit d'exception. Au final, Roland vend ses pains à une clientèle exigeante, qui n'hésite pas à dépenser plus pour s'offrir la qualité de son travail. Parmi ses plus fidèles clients, Roland compte quelques grands cuisiniers. Des chefs qui n'hésitent pas à parcourir des dizaines de kilomètres pour venir chercher ici le pain qu'ils serviront à leurs clients. C'est le cas par exemple du jeune chef étoilé, Gérald Garcia. Salut! Hey, bonjour Gérald. Oh, ça chauffe? Ça va bien? Roland a décidé de profiter de la visite de Gérald pour lui faire une proposition. Il veut lui faire découvrir un nouveau pain, une création spécialement imaginée pour lui. Donc là, on est sur, j'appelle souvent en rigolant la céréale d'Adam et Ève. Oui, parce que c'est vraiment un ancêtre. Donc il a entre 9 et 11 000 ans. Voilà. Je peux goûter cru? Ah ben oui, dis. Ah, elle est bien, là. Elle est bien. Alors, est-ce que... Un truc de dingue. Tu dis la pâte à brioche qu'on a? Merde. C'est un truc de malade. Le goût que ça. Je dis on fait une pâte à brioche, sachant que nous, on y met du beurre, du lait, des œufs. Et on a un goût aussi riche, quoi. Et là, c'est que de l'eau et de la farine, quoi. Ouais. C'est extraordinaire, quoi. Là, je rejoins juste un petit peu, là, comme ça. Voilà. Surtout, je ne lui fais rien, quoi. Vous avez vu, voilà, j'ai rien fait. Roland façonne la pâte une dernière fois, avant de l'enfourner. C'est le moment qu'il choisit pour faire à Gérald une proposition inattendue. Ça me ferait beaucoup plaisir. Je sens très fortement qu'il peut y avoir aussi une symbiose dans l'utilisation de ce pain-là, donc de l'engrain, non pas comme un pain d'accompagnement, si qualitatif soit-il, mais comme un pain sur lequel le chef ait conçu une harmonie. Ah, d'accord. Voilà. Donc alors, une coupe peut-être particulière, je sais pas, peut-être ou une grosse mouillette qui est passée à la poêle, j'en sais rien. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. C'est un peu le saint des saints du pain, quoi. En clair, Roland souhaite immortaliser son pain en le faisant figurer à la carte d'un restaurant gastronomique. Non plus comme simple accompagnement, mais bien comme un plat à part entière. Alors il ne doit commettre aucune erreur. À commencer par le temps de cuisson, la phase la plus délicate. Les petits bannetons, là. Impressionné par l'enjeu, Roland est gagné par une certaine tension. Si le chef goûte un pain mal cuit, il risque de ne pas donner suite au désir de Roland.
Le stress est palpable. Ah oui, En oui. tout cas, moi je le reçois parce que c'est un peu ce qu'on ressent avant le coup de feu. C'est un petit peu le moment où il faut se concentrer. Et là, Vous êtes là aujourd'hui, c'est votre pain. Il me tient à cœur qu'il soit le mieux que possible. On y va. Quelques minutes plus tard, Roland invite ses hôtes à quitter l'atelier pour rejoindre sa salle à manger juste en face. C'est le moment de déguster la dernière création. Un moment qu'il attend depuis des mois. Si le chef étoilé est conquis, le pain sera peut-être à sa carte. Très surprenant, hein, une mie très jaune, très jaune. Hein, voilà. Donc voilà, et là on va... Voilà. Il sort du four, donc il faut attendre un peu. Mais c'est déjà très révélateur, quoi. On va y passer une grosse nuit blanche dessus, pour réfléchir. Savoir ce qu'on peut en faire. Mais c'est une grande richesse, quoi. Un goût en densité. Un arôme. Du bonheur. Pari réussi pour Roland. Gérald de Garcia accepte de créer un plat avec son pain spécial. 15 jours plus tard, voilà comment le chef a sublimé l'œuvre du boulanger. Il a créé un pain perdu poché aux huîtres. Dans sa quête de perfection, Roland est parvenu à rendre au pain son titre de noblesse. Une exigence de qualité qui fait de celui-ci un aliment à part dans notre histoire commune.